Great. Bienvenue à ce premier webinaire ESTIM 1 intitulé Fondements de la stimulation électrique en pratique clinique. Sur le panel, vous avez Nate et Valérie qui seront les co-présentateurs. Valérie principalement. Alors, le webinaire va se tenir pendant la prochaine heure et sera déroulé comme suit. Nous avons une première en premier lieu, l'accueil, et puis on va fixer les objectifs de la formation. On va parler des perspectives historiques et l'évolution de l'électrothérapie de manière générale. On va parler des concepts fondamentaux, à savoir les tensions, le courant, les résistances, les fréquences, les impédances. Nous allons aussi parler des principes de sécurité et des indications et contre-indications de l'électrothérapie. Ensuite, nous aurons un aperçu sur les applications cliniques, la gestion de la douleur, la rééducation musculaire, la cicatrisation des plaies. Bienvenue à cette formation organisée par Global Physio Training. À vous, Monsieur Valérie. OK. Donc, salut à tous une fois de plus et désolé pour le retard. Pour des raisons techniques, on a dû traîner un peu. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, dans la première partie du cours de ce webinaire, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont les objectifs. Donc, cette session, elle a pour objectif de vous donner une vision claire et structurée, c'est-à-dire d'où vient l'électrothérapie, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment l'utiliser, et dans quelle situation il y a des indications et des contre-indications. Donc, ici, dans cette première partie, c'est une modalité qui est très utilisée. Donc, et je pense qu'il est important de savoir, nous qui utilisons l'électrothérapie et l'électrostimulation tous les jours, il est important de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Donc, l'une des choses qu'il faut comprendre sur l'électrothérapie, c'est que l'utilisation de l'électrothérapie date depuis l'Antiquité. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive suivante, ce petit animal que vous voyez qui est appelé le poisson raie, dans la raie électrique, ou torpedo fish en anglais, en réalité, est l'une des premières utilisations de l'électrothérapie à des fins thérapeutiques. Donc, dans l'Antiquité, les Égyptiens et les Romains avaient déjà commencé à utiliser le poisson raie pour ses effets curatifs, c'est-à-dire produisait de l'électrocution dans le cadre des maux de tête et un certain nombre de pathologies. Toujours dans le cadre de l'évolution au courant des années, une autre date qui est particulièrement importante va être suivante, celle que vous voyez là à l'écran, avec Luigi Galvani et Alessandro Volta, qui, pour le premier, Galvani, a mené des expériences sur l'électricité animale. Je ne sais pas si vous connaissez les expériences de Galvani avec la stimulation des pattes du nerf cural, je pense, dans les pattes de grenouille, et qui a mis en évidence la présence de l'électricité animale. Ensuite, il y a eu le travail de Alessandro Volta, qui est avec la pile qu'il a fait. L'une des autres périodes qui va être particulièrement marquante, c'est la période du XXe siècle. Donc, celle du XXe siècle avec les premiers appareils d'électrostimulation. Une fois que les deux premières étapes ont été induites, donc, elles ont posé les bases de l'électrostimulation. Il a commencé à avoir un développement à partir du XXe siècle. Et aujourd'hui, nous avons des stimulateurs de plus en plus précis avec des programmes précis. Donc, les grandes étapes de l'évolution de l'électrostimulation ou de la stimulation électrique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc l'utilisation du poisson raie. Donc, que vous pouvez voir ici à l'aiguille, ce sont des schémas datant de très très longtemps qui ont particulièrement documenté son utilisation. Ensuite, là, c'est une expérience au XVIIIe siècle quand les premières utilisations du courant galvanique avec Galvani ont commencé les premières stimulations. Vous voyez, ça, c'est une photo pour une personne qui avait une paralysie faciale. Et donc, là, pour le cas de cette photo, il démontrait clairement qu'il était capable de produire une contraction des muscles et donc de créer une expression faciale chez des personnes avec une paralysie faciale complète qui ne pouvaient plus bouger. Et donc là, il montrait, c'était le but de cette expérience-ci, de montrer qu'on pouvait produire une contraction musculaire avec une origine externe. Là, vous avez au XIXe siècle les travaux de Faraday. Je crois que vous avez tous fait. Vous voyez que la chimie
et la physique de la chimie et la physique du secondaire, ce sont les mêmes notions que vous avez fait en chimie. Donc, pour ceux qui ne se retrouvent pas, faut bien vouloir retourner à vos cours de physique et de chimie de troisième en première. Donc, les travaux de Faraday avec l'induction électromagnétique, c'est-à-dire qu'il commence à produire les premiers champs magnétiques et le déplacement d'électrons pour pouvoir, et qui a été posé une grosse partie des bases des travaux des systèmes électriques. Ensuite, au XXe siècle, à la suite de ça, on a le XXe siècle toujours dans le cadre de l'évolution. Donc, comme vous avez vu, on est allé de l'Antiquité, là on est déjà au XXe siècle. Il y a le développement des premiers appareils TNC-EMS, mais qui sont d'une certaine qui sont plutôt rudimentaires. Et aujourd'hui, on a des appareils beaucoup plus précis avec des protocoles établis sur des évidences. Donc, voilà pour ce qui est de cette partie. Donc, dans la partie qui suit, dans cette partie, nous allons couvrir les concepts fondamentaux. Donc, pour comprendre l'électrostimulation et le courant électrique, il est particulièrement important de comprendre les concepts qui sont directement liés au courant électrique, parce que le courant électrique est la base de l'électrostimulation. Donc, des notions particulières comme le courant, la tension et la résistance. Je vais que vous donniez juste une minute pour vous penser à ces trois concepts-là. Pour vous, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le courant, la tension, la résistance, et puis plus tard, je vais ajouter deux autres notions qui sont la fréquence et l'impédance. Vous avez probablement vu la notion de fréquence sur vos stimulateurs. Donc, parlons de ces deux notions-là. Donc, ces concepts fondamentaux. Bien, dans cette première partie, la tension. C'est quoi la tension? La tension, en réalité, c'est, comme vous pouvez voir sur l'écran, la tension, c'est la force qui pousse les charges électriques à travers un circuit. Elle est mesurée en volts. C'est-à-dire, par exemple, dans votre prise, quand on vous dit que le courant dans notre prise, c'est 220 volts, c'est la tension. Ce n'est pas le courant qui est 220 volts. C'est la tension. C'est un courant qui a une tension de 220 volts. C'est pour ça que sur vos appareils électriques également, vous avez cette possibilité-là. L'intensité que vous montez qui est faite en volts, et puis vous verrez la notion suivante. Donc, on est capable de réguler la force qui pousse les charges dans un circuit électrique. La deuxième notion, la notion d'ampère. Donc, le courant lui-même, euh, représente le flux de charge électrique dans un circuit. Il est mesuré en ampères, comme je peux vous le dire déjà auparavant. Ensuite, vous avez la notion d'ohm. La notion de résistance qui est mesurée en ohm. Pourquoi est-ce que cette notion de résistance est particulièrement importante? Tout à l'heure, je vais faire une corrélation. Donc, la résistance du courant, à la résistance au courant électrique, ce sont les forces qui opposent la pénétration du courant électrique dans un matériau. Dans le cadre de l'électrostimulation, le matériau en question sont les tissus biologiques. Et il faut savoir que chaque tissu biologique a une résistance au courant en particulier. Les tissus gras, les os, les muscles, la peau, chacun a une résistance qu'elle oppose à la pénétration du courant. C'est-à-dire quand vous posez vos électrodes sur la peau, sur un endroit qui a beaucoup de graisse, sur un endroit qui a juste des os, et ainsi de suite, la résistance au passage du courant va être différente. C'est pour ça que vous avez souvent, juste pour faire une corrélation clinique rapide, vous avez une personne grasse sur qui vous posez l'électrostimulation, très souvent avec elle, vous êtes obligé de monter l'intensité pratiquement jusqu'au maximum pour avoir la première contraction visible. Alors que sur les personnes fines, vous avez une réaction qui est presque immédiate. C'est à cause de la résistance et donc du type de tissu. Chez la personne grasse, le tissu adipeux pose plus de résistance. Et donc, cette résistance de tissu-là est mesurée en ohm. Tout à l'heure, au cours de la présentation, je vous ferai voir un tableau qui vous donne des indications sur, la résistance des différents tissus biologiques. Ici, il faut comprendre le principe d'interconnexion entre ces différents concepts-là. Donc, la relation entre la tension, le courant et la résistance est décrite par la loi d'Ohm. Exactement, je crois que vous la connaissez. Vous l'avez faite.
Maintenant, nous allons passer sur les deux autres notions dont on a parlé, qui sont les notions de fréquence et d'impédance. C'est quoi la fréquence et c'est quoi l'impédance? Je crois que sur vos stimulateurs, vous voyez souvent 2S, 3S, 15S, 20S, 100S, 100 milli-S et ainsi de suite. Ces notions de fréquence et d'impédance sont particulièrement importantes parce qu'en fonction de la fréquence, elles vont agir comme sur les tissus. La fréquence va déterminer la pénétration sur certains tissus. Donc la fréquence qui est en S, c'est le nombre d'impulsions par seconde. Pour chaque stimulation que vous produisez, disons que pour une stimulation d'une seconde ou de deux secondes, le courant qui vient en fonction de sa forme, le nombre de fois qu'il clignote, c'est-à-dire qu'il produit des impulsions, en une seconde va définir la fréquence. Ça veut dire que s'il le fait 1000 fois en une seconde, la fréquence est de 1000 S. S'il le fait 2 fois en une seconde, elle est de 2 S, et ainsi de suite. Retenez particulièrement ces termes-là. Vous allez comprendre quelque chose plus tard quand vous allez regarder vos stimulateurs ou quand on fera la pratique pendant le moment venu. La notion de fréquence est particulièrement importante. J'attire encore l'attention là-dessus. Donc, l'impédance, c'est la résistance des tissus, comme je l'ai dit, qui s'oppose au courant alternatif. Ces deux éléments modifient la tolérance et la profondeur d'action et l'effet physiologique. La profondeur de la pénétration du courant alternatif, donc qui est le courant qu'on utilise dans la plupart de nos stimulateurs. Certains stimulateurs ont également de courant direct, mais le courant alternatif, c'est la distance à laquelle l'intensité du courant est réduite à moins de 37% de sa valeur à la surface. Cette profondeur est influencée par la fréquence du courant, la propriété du tissu conducteur. Donc, juste à titre d'exemple, dans les courants de basse fréquence, qui sont les courants de moins d'1 kHz, dont une pénétration superficielle limitée sensiblement à la résistance de la peau, on a les courants à moindre fréquence, entre 1 et 10 kHz, et puis on a les courants haute fréquence au-delà de 10 kHz. Eux, ils ont les tissus sont moins résistants, donc, et ils pénètrent beaucoup plus profondément. Bien. Donc, ici, vous revenez sur ce schéma. Là, je vous présente sur ce schéma, vous voyez, des notions de fréquence du courant. Vous voyez que sur la flèche ici, sur le même temps qui est parti, on a juste 2 impulsions. Alors que sur le même temps, ici, on en a plusieurs et ainsi de suite. Donc, par moment, sur le même temps, on peut avoir des impulsions beaucoup plus importantes. Ici, je vous ai parlé de la notion d'impédance et de courant. Dans le cadre de cette notion d'impédance, sur la notion de l'impédance, je vous parle ici de la composition corporelle et comment est-ce que la composition corporelle, ce schéma que vous voyez, c'est un schéma qui représente une forme de composition corporelle avec les tissus gras et les différents tissus. Donc, c'est juste pour illustrer le fait que la composition corporelle va jouer un rôle particulier sur la capacité à stimuler un certain type de tissu. Donc, si lors de votre stimulation électrique, vous ne prenez pas en considération la composition corporelle et donc l'impédance, ça veut dire que vous n'avez pas pris en considération la résistance à la pénétration du courant. Et si vous ne la prenez pas en compte, la qualité de votre stimulation va en être affectée. Par moment, vous allez être obligé de mettre l'intensité très, très, très haute pour avoir le moindre résultat. Donc, il faut comprendre pourquoi chez certains patients, dès que je mets à 2 ou à 3, j'ai de vives contractions, chez d'autres, j'en ai moins. Ce n'est pas la seule considération. L'état de stimulation nerveuse et la localisation en sont d'autres facteurs. La profondeur et la pénétration des courants. Donc, la fréquence et l'impédance affectent, comme je vous ai dit, la profondeur et la pénétration. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas aller plus profondément là-dessus. Sur cette diapositive, je vous parle également de la tolérance, qui sont des facteurs qui sont affectés, qui sont des effets lors de votre stimulation qui sont affectés par l'impédance et la fréquence. Donc, un ajustement approprié de la fréquence et de l'impédance peut améliorer la tolérance des patients au traitement et à la stimulation électrique. Qu'est-ce que cela veut dire clairement? Vous avez des patients en réalité qui ne vont pas supporter la sensation que la stimulation va produire. Cela est très souvent dû à un mauvais ajustement ou à une mauvaise prise en considération de l'impédance de la partie de la peau sur laquelle, l'impédance du tissu sur lequel vous produisez votre stimulation. Donc, il faut savoir qu'en fonction de l'impédance et de la fréquence que vous allez utiliser, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, sur un endroit qui a une impédance particulière, la réaction sur la peau peut être très vive à cause de la résistance et donc produire
un effet thermique ou un effet de non-tolérance. Donc, souvent, quand vous vous retrouvez dans ces situations cliniques-là, faites attention à la fréquence que vous utilisez si vous vous rendez compte que le patient a du mal à tolérer votre stimulation. Très souvent, c'est juste que vous êtes en train d'utiliser la mauvaise fréquence. Du moment où vous n'avez pas de contrôle sur la composition corporelle et que vous devez stimuler ce tissu-là en particulier, s'il y a une fréquence particulière, vous n'avez pas l'effet que vous voulez et que le patient se plaint, très souvent, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'utiliser la fréquence appropriée. Donc, les effets physiologiques. Les variations de fréquence, comme je l'ai dit, et d'impédance, influencent les effets physiologiques observés lors de la stimulation électrique dans les tissus. Ce tableau que je vous présente vous montre les différents types de tissus. Donc, sur ce tableau, vous voyez, c'est un tableau qui récapitule la pénétration du courant électrique selon la fréquence. Je vais prendre dans la première partie. Donc, vous avez ici l'impédance dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la résistance en ohms. Ici, vous avez les différents tissus. OK? Ces différents tissus-là, vous pouvez les voir. Donc, ils sont cités. Vous avez là la peau, les muscles, les os, le sang et la lymphe. Et ensuite, vous avez les tissus adipeux, donc les graisses. Et donc, dans la première partie, vous allez voir les différents paramètres et leur influence. Dans la première partie, ici, on va commencer avec la peau. Vous voyez l'impédance de la peau, c'est-à-dire la résistance à la stimulation électrique. La peau a une résistance à l'électricité qui est l'une des plus hautes du corps humain, avec entre 1000 et 5000 ohms de résistance. Donc, la peau est la première barrière. Et c'est pour ça que plus tard, quand on va développer un peu plus dans le cadre de la stimulation électrique, il sera particulièrement important pour vous de comprendre comment réduire l'impédance de la peau. Je vais entrer très rapidement là-dessus parce que je voudrais que cette formation ait une connotation, directement quelque chose que vous puissiez relier à votre pratique clinique. La peau se renouvelle très constamment. Et au-dessus de la peau, on a des facteurs qui vont accentuer la résistance de la peau. Déjà, la peau elle-même a une résistance très importante, comme vous pouvez la voir. Vous voyez qu'une résistance, elle est très élevée, entre 1000 et 5000 ohms. Et si en plus de ça, les facteurs qui sont externes à la peau, vous ne les prenez pas en compte lors de vos stimulations, c'est pour ça que vos électrodes se détruisent et ne mettent pas long. C'est pour ça que votre stimulation n'est pas bonne. C'est pour ça que le patient reçoit souvent, il vous dit souvent que ça pique, ça brûle. C'est à cause de la résistance de la peau et des facteurs qui augmentent l'impédance de la peau. Et parmi les facteurs qui vont augmenter l'impédance de la peau, il y a les peaux mortes qui sont à la surface de la peau. C'est pour ça qu'il faut savoir préparer la peau lors d'une stimulation. Le poil, les poils, c'est-à-dire les patients qui sont velus, le poil va être un facteur qui va augmenter l'impédance de la peau. Donc, c'est pour ça que chez des personnes qui sont particulièrement velues, il est important, dans le cadre de la préparation à l'électrostimulation, de raser carrément cet endroit-là pour réduire l'impédance de la peau. Il est important de nettoyer avec une substance alcoolisée. Pourquoi? Pourquoi une substance alcoolisée ou du savon lavé? À cause du gras. Le sébum qui est produit à la surface de la peau, les huiles avec lesquelles vos patients sont moins, sont des éléments qui sont très peu conducteurs et qui ont une forte résistance. Si vous mettez vos électrodes dessus, alors vous contribuez à augmenter l'impédance de la peau et à réduire la qualité de votre stimulation. Donc, la préparation de la peau, qui est le premier élément de contact de l'électrostimulation, est cruciale à la pénétration du courant. Donc, ça veut dire que si vous ciblez une structure qui est en dessous de la peau et que vous n'avez pas préparé la peau suffisamment pour réduire son impédance et faciliter la pénétration de votre stimulé, alors vous courez le risque d'avoir une stimulation de très mauvaise qualité ou pas suffisamment profonde et qui n'atteindra pas le tissu cible dans l'effet physiologique. Donc, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, donc je parle d'ici de l'impédance de la peau, que vous voyez. Sa conductivité. La peau est très faiblement conductive. Je sais que vous savez en électricité ce qu'on appelle la conductivité d'un matériel. C'est sa capacité à transporter le courant électrique. Ensuite, sur cette autre partie, vous avez la pénétration à basse fréquence. Donc, la fréquence ici. Vous voyez, les courants à basse fréquence, c'est-à-dire inférieur à 1 kHz, la peau a une faible pénétration. C'est-à-dire, elle est la barrière principale. La pénétration des courants à moyenne fréquence, c'est-à-dire entre 1 et 10 kHz, elle est moyenne. Ça veut dire que les courants de moyenne fréquence pénètrent mieux la peau que les courants à basse fréquence. Les courants à haute fréquence, au-dessus de 10 kHz, ont une pénétration élevée de la peau. Ça veut dire que ces courants-ci
sont ceux qui vont pénétrer plus facilement la peau par rapport au courant à basse fréquence, aux faibles fréquences, la pénétration de faibles fréquences, de moyenne fréquence ou de haute fréquence. Donc, la remarque que vous pouvez faire, c'est que la forte résistance, donc la peau a une forte résistance capacitative au courant à basse fréquence, donc aux stimulations à basse fréquence. Donc, on retient simplement que pour des stimulations à basse fréquence, la peau va induire une forte résistance. Maintenant, si on revient sur le muscle, vous voyez sa résistance, il n'est qu'entre 200 et 500 ohms. Quand vous comparez à la peau, la conductivité, le muscle est un bon conducteur. La pénétration au courant de basse fréquence, elle est bonne. La pénétration au courant aux stimulations de moyenne fréquence, elle est très bonne. Et au courant de haute fréquence, elle est excellente. Donc, le muscle est très réactif aux moyennes et hautes fréquences. Ensuite, les os. L'impédance des os est très élevée, au-delà de 10 000 ohms. C'est-à-dire que l'os ne conduit quasiment pas de courant électrique. Sa conductivité, elle est très faible. Vous voyez que c'est encore plus de résistance que la peau en elle-même. Bon, dans notre cas, je fais une petite divergence très rapide. Pour cette formation, vous vous posez forcément la question, mais comment est-ce que nous allons stimuler les os, les muscles et ainsi de suite. Ce n'est pas très important pour cette formation parce que cette formation va se limiter à la stimulation par électrode de surface. Mais ce n'est pas la seule que le kinésithérapeute est capable de faire. Nous sommes capables de stimuler le muscle directement, par exemple, comme dans le cadre de l'électrode dry needling, dans lequel on utilise des aiguilles avec lesquelles on traverse la peau et on les insère dans le muscle. Ça veut dire que pour une stimulation efficace, si j'ai des problèmes avec une forte réactivité de la peau, je peux utiliser une aiguille que je plante directement dans le muscle. C'est comme ça qu'on est capable d'agir sur le muscle. Je peux utiliser une stimulation une aiguille qui me permet de traverser la peau, le muscle et de toucher un os. C'est comme ça que je peux créer une stimulation osseuse directement. Donc, c'était juste pour que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans votre diapositive et que je vous fais comprendre quelle est la conductivité et l'impédance de différents tissus. Dans le même ordre d'idée, donc, la conductivité du sang et de la lymphe. Particulièrement, le sang et la lymphe, ils ont une faible impédance. Plus l'impédance est faible, plus le tissu est conducteur. Il faut savoir que la conductivité est inversement proportionnelle à l'impédance ou à la résistance. C'est-à-dire que plus un tissu a une impédance élevée, moins il est conducteur. Plus un tissu a une impédance faible, plus il conduit le courant électrique. Donc, le sang et la lymphe, qui sont des liquides et qui contiennent de l'eau, et vous savez que l'eau est un conducteur par excellence, voilà pourquoi eux, ils ont une très faible résistance. Vous voyez, seulement 50 à 100 ohms. On est juste entre 50 et 100 ohms. Donc, leur conductivité est très bonne. Leur pénétration est très bonne, excellente par rapport aux différentes fréquences. Donc, fluide, très conducteur, transmettent bien le courant électrique. Pourquoi est-ce que j'attire votre attention là-dessus? C'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles on vous demande d'éviter de poser vos électrodes sur le cou, notamment sur la jugulaire. Si vous posez vos électrodes sur le cou d'un patient, notamment sur les artères, sur les artères et les principales veines de votre cou, comme c'est presque en contact avec ces fluides-là, il reçoit une décharge immédiatement à l'intérieur du cerveau. Et c'est pour ça que c'est très douloureux. Vous allez lire cette contre-indication dans beaucoup de manières, on n'est pas comprendre pourquoi. Moi, j'ai été têtu, j'ai essayé, et je vous promets que c'est quelque chose que vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas vivre. Moi, j'ai fait l'erreur de l'essayer, même avec juste 1 ou 2 volts d'intensité, 2 ampères, vous le sentez passer. Donc, évitez de le placer sur les principales veines et artères du cou, qui sont parmi les plus grosses et les plus superficielles. L'effet que vous allez produire sur le patient, je vous dis, c'est quelque chose qui ne sera pas prêt d'oublier. Enfin, on va parler des derniers tissus qui sont parmi les tissus qui nous intéressent particulièrement parce qu'ils sont parmi les plus superficiels, les tissus adipeux. Vous voyez que leur impédance est moyennement élevée, c'est-à-dire que ce ne sont pas de bons conducteurs. Leur conductivité est faible ou moyenne, comme je vous ai dit. Aux fréquences moyennes, la conductivité est moyenne, la pénétration est moyenne. Aux fréquences basses, la conductivité est moyenne. Aux fréquences moyennes, la conductivité, la pénétration est moyenne, mais elle est bonne aux hautes fréquences. Ça veut dire que si vous devez faire, par exemple, de la stimulation sur un patient
qui est sur un patient qui est corpulent ou bien qui a beaucoup de tissus adipeux, ou sur des parties de notre corps. Vous êtes d'accord avec nous que chez les hommes comme chez les femmes, la représentation des tissus adipeux n'est pas la même. Donc, en fonction de la position, de l'endroit où vous utilisez, faites très attention à la stimulation, à la fréquence, au type de fréquence que vous utilisez. Ça définira la pénétration, la capacité à traverser donc ce type de tissu-là. Bien. Donc, ici, c'est à peu près donc, je vois quelqu'un qui lève la main. De toute façon, si c'est quelqu'un qui est en train de lever la main, les questions vont se faire à la fin. Notez les questions si vous les avez, s'il vous plaît. Les questions, on va les prendre à la fin. Donc, ici, c'est une diapositive ici qui nous donne une petite vue de l'interaction des tissus, Donc, la stimulation nerveuse, la dépolarisation des nerfs entraîne une contraction des muscles essentielle pour les mouvements. Donc, ce sont les stimulations en fonction des cibles. Donc, la dépolarisation des nerfs entraîne une contraction des muscles essentielle pour le mouvement et la fonction. On a l'effet bioélectrique dans le cadre des interactions du courant et des tissus. Parce que c'est ce que cette diapositive représente. Elle élabore sur l'interaction entre le courant et les tissus. Donc, l'effet bioélectrique. Les effets bioélectriques incluent la cicatrisation des tissus, la régulation de l'inflammation, la contribution à la guérison et à la récupération. La stimulation musculaire, elle va entraîner l'élévation directe, l'activation directe des fibres musculaires et qui permet de reposer, rapidement et efficacement. Souvent, elles sont utilisées dans le cadre de la rééducation physique. Et enfin, on a la modulation de la douleur, particulièrement, avec les deux théories que vous connaissez particulièrement, la théorie du portillon et la théorie endorphinique. Nous développerons particulièrement sur ces thèmes-là dans les formations, les webinaires à venir. Donc, dans cette partie-ci, nous allons parler de la sécurité et des indications et contre-indications de l'électrostimulation. Donc, avant toute séance, il est particulièrement important de vérifier le matériel. Dans le cadre de la sécurité, avant toute séance, voici quelques étapes que je vous recommande particulièrement. Donc, avant toute séance, il va être particulièrement important de vérifier le matériel, vérifier les câbles, la qualité des électrodes, adapter les réglages du patient et une surveillance continue est essentielle durant la stimulation. Les indications cliniques. L'électrothérapie est indiquée dans de nombreuses situations. Notamment, on va voir les douleurs aiguës et les douleurs chroniques, le renforcement musculaire, l'amélioration de la circulation sanguine, la réduction de la spasticité, la cicatrisation des tissus. En fait, je vous montrerai tout à l'heure au moins 10 indications de la stimulation électrique. Parce que je vais m'arrêter juste une seconde, juste pour qu'on on visualise ça. Si je vous demande, pour vous, kinésithérapeute, en pratique clinique, quelles sont toutes les indications que vous pouvez citer dans le cadre d'une stimulation électrique? Pour vous, quelles sont les conditions dans lesquelles vous utilisez la stimulation électrique? Je pense que 80% du temps, c'est pour produire une contraction musculaire. Et peut-être 50, on va dire 50% produire une contraction musculaire et 50 autres % du temps, c'est juste pour produire un effet antalgique. Donc, 80% des kinésithérapeutes, d'après la plupart des études, utilisent l'électrostimulation seulement pour ces deux indications-là. Donc, nous allons rentrer un peu là-dedans. La gestion de la douleur. Donc, l'une des premières indications, comme je disais. Donc, on a la gestion de la douleur. La stimulation électrique interagit avec les nerfs sensitifs en particulier pour bloquer ou moduler les signaux douloureux selon deux mécanismes. Donc, ça, c'est
Dans le cas pratique de l'utilisation antalgique de l'électrostimulation, deux méthodes. La théorie des portillons dans le gate control, qui est donc via les TENS haute fréquence. Et donc, chaque fois que vous dites TENS, et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais attirer l'attention parce qu'il y a beaucoup de mislanguage dans l'utilisation de l'électrostimulation. On dit j'utilise le TENS. Non. Le TENS n'est qu'une modalité dans le cadre de la stimulation électrique qui représente un type de courant d'une certaine fréquence. On ne parlera de TENS que pour des courants entre 80 et 100 Hz qui ont un but antalgique. Parce que ces courants et ces fréquences-là, sur ces endroits-là, dans ces modes, vont avoir un effet dans le cadre de Gate Control Theory, dans la théorie des portillons. C'est ce mécanisme-là que ces types de courants TENS vont aider à annihiler la douleur. Le deuxième truc, c'est la libération des endorphines via des courants à basse fréquence. Vous voyez, des courants à basse fréquence entre 2 et 10 Hz. C'est-à-dire qu'en fonction du type d'antalgie, de mécanisme antalgique que vous voulez induire, vous pouvez choisir des fréquences entre 80 et 100 Hz pour agir sur la théorie des portillons, ou vous pouvez utiliser la stimulation endorphinique, la libération endorphinique, en utilisant des courants entre 2 et 10 Hz. Ça veut dire quoi, très clairement? Pendant que vous avez avec un patient, si vous voulez produire un effet antalgique, vous pouvez décider de comment est-ce que son corps va réagir, simplement en jouant avec la fréquence sur vos stimulateurs. Et c'est pour ça qu'il sera important plus tard, je vous montrerai comment est-ce qu'on choisit un stimulateur. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous voyez stimulateur, vous en achetez simplement. La plupart de vos stimulateurs ne sont pas capables de vous produire la modulation des fréquences. Ce sont des fréquences qui sont déjà préfaites. Donc, vous voyez donc quel est l'avantage d'avoir un stimulateur sur lequel je peux moi-même moduler mes fréquences. En étant capable de moduler vos fréquences, vous pouvez décider de comment est-ce que le corps va réagir. Est-ce que je vais réduire sa douleur en stimulant la production d'endorphines? Est-ce que je vais réduire sa douleur simplement en utilisant la théorie des portillons? Et pourquoi c'est important une dernière fois? C'est parti, je vais insister là-dessus. Il faut savoir que chaque patient va être particulièrement sensible à l'annihilation de sa douleur selon l'un des deux mécanismes. C'est pour ça que vous allez avoir des patients, par exemple, qui vont être très sensibles à la libération d'endorphines et qui vont être moins sensibles au Gate Control Theory. C'est pour ça que si vous avez ces patients, que vous le mettez sur le courant TENS entre 80 et 100 Hz, la plupart du temps, il aura l'impression que sa douleur ne baisse pas. C'est souvent simplement parce que c'est un patient qui pourrait plutôt être sensible à la libération d'endorphines. Ça fait qu'à la prochaine séance, au lieu d'utiliser les hautes fréquences, vous utilisez les basses fréquences, toujours dans le cadre antalgique, et vous avez plutôt produit la sécrétion d'endorphines et probablement arriver à un meilleur mécanisme. Donc, très souvent, sur les patients, il faut chercher quel est le mécanisme de blocage de la douleur auquel il est le plus sensible. Et ça, vous le faites simplement en jouant sur les fréquences. Donc, ça, c'était la première application. La deuxième application, la stimulation musculaire et le renforcement musculaire. Ça, c'est vraiment une situation qu'on utilise. Dans le cadre de la stimulation musculaire et renforcement musculaire, ça, c'est ce que la plupart des kinésithérapeutes font, qui malheureusement, à mon avis, n'est pas la meilleure utilisation de l'électrostimulation pour le clinicien. Cette stimulation en particulier, qui est la stimulation musculaire, elle permet de provoquer des contractions musculaires pour renforcer les muscles affaiblis, améliorer l'endurance, rééduquer après une immobilisation. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Vous allez voir tout à l'heure, je vais parler d'une autre forme de stimulation électrique musculaire, mais qui a une différence pour le kinésithérapeute qui est un spécialiste de la fonction. Le professeur de sport, l'athlète, voilà le mode qu'eux, ils utilisent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils produisent simplement la contraction musculaire. Le kinésithérapeute utilise celle-ci dans des conditions particulières pour développer la masse musculaire d'un athlète, pour renforcer un muscle qui est faible ou pour prévenir une atrophie. Donc, celle-ci n'a pas un but de fonction. Elle a surtout un but de rétablissement de la force musculaire, de prévention et ainsi de suite. Regardez ce qui vient ensuite, la rééducation neuromusculaire. Ici, si vous regardez par exemple cette image, elle n'est pas très différente de l'image précédente. Si je reviens à l'image précédente, vous voyez, c'est toujours sur un muscle, celui-là, et là, on est toujours sur un muscle, sur les muscles de l'avant-bras. Sauf que les raisons ici sont différentes. Ici, on est dans le cadre de la rééducation neuromusculaire, donc c'est une forme d'électrostimulation fonctionnelle. Elle a un but de s'associer, donc de stimuler un muscle dans le cadre d'un mouvement d'ensemble et de rééduquer une fonction. Alors que dans le cadre de la stimulation musculaire ici, ce n'est pas une fonction qu'on réduit, on redonne juste au muscle sa capacité physiologique. C'est un muscle qui est faible, on le renforce. C'est pas parce qu'un muscle est fort qu'il est doué de fonction. La fonction est une coordination de plusieurs muscles
ensemble pour donner un geste qui a du sens. Donc, si je me mets à stimuler simplement mon biceps, je peux le stimuler simplement parce qu'il est fait pour le donner. Mais ça ne s'agit pas dans une fonction où me permettre de lancer un objet. Si je veux rééduquer mon biceps dans le cadre, par exemple, d'une fonction particulière, par exemple, qui est l'ouverture de la main pour prendre un objet, vous voyez qu'ici, il va devoir se coordonner un certain autre nombre de choses. Là, on stimule les muscles de l'avant-bras, mais il y a les muscles des bras qui vont faire le reste. Donc, c'est dans le cadre d'une stimulation, dans le cadre d'une fonction, donc la rééducation neuromusculaire, avec une coordination du système nerveux central. Là, c'était le troisième. Quatrième type, et ça, je parie que ça, c'est quelque chose que vous ne le saviez pas, ou la plupart d'entre vous ne le savez pas. La cicatrisation des plaies. Oui, l'électrostimulation est particulièrement efficace dans le cadre de la stimulation des plaies. Je crois qu'il y a certains qui le savent. Moi, je, par exemple, travaille dans les unités diabétiques, surtout dans le cadre des ulcères diabétiques, des ulcères de Buruli, qui sont des maladies, qui sont des pathologies où on a des ulcères qui ont du mal à cicatriser. Notamment chez des patients qui vont développer des escarres. Oui, effectivement. J'aime bien cette réaction que je viens de voir. Oui, vos patients qui font des escarres dans les lits, les ulcères de pression, vous pouvez anticiper sur le développement ou améliorer la cicatrisation des ulcères de vos patients qui ont fait des AVC avec l'électrostimulation. Donc, le courant électrique va aider à la régénération cellulaire, l'oxygénation cellulaire, l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est quoi? Et la réduction des charges bactériennes, effectivement. Donc, le courant électrique a ces effets-là. Donc, il y a des kinésithérapeutes qui sont spécialisés en dermatologie et qui ne feront que le travail avec l'électrostimulation sur ces pathologies-là en particulier. Donc, très souvent, quand vous voyez une blessure, un ulcère, vous dites, oh, les infirmiers vont venir faire ça. Non. Dans les hôpitaux où je travaille, je m'en occupe. Je m'en occupe. Moi, souvent, quand le traitement médical lui-même n'a pas pris ou en coordination. Donc, vous pouvez décider d'en faire une spécialité. Il y aura une formation particulièrement là-dessus parce que, comme je vous ai dit, ce premier webinaire est une introduction. Plus tard, on aura des stimulateurs. C'est pour ça qu'on a parlé de Estime 1. Il y a Estime 2, Estime 3, Estime 4, et ainsi de suite. Où on va le faire en détail avec tous les détails, avec toutes les particularités. La réduction des œdèmes. Voilà un autre aspect sur lequel 80% des kinésithérapeutes n'utilisent pas l'électrostimulation. L'électrostimulation est particulièrement efficace dans le cadre de la réduction des œdèmes. Par quel mécanisme? Le mécanisme généralement derrière, il est simple. Également, ça fera l'objet d'une autre formation probablement. Le mécanisme de base, c'est l'utilisation de la pompe, des pompes veineuses et du drainage lymphatique. Si vous connaissez comment le système lymphatique fonctionne, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas de pompe particulière, comme dans le cas du système cardiovasculaire, où le cœur va jouer de pompe, le rôle de pompe, et pour pousser le sang. Dans le cadre de la circulation lymphatique, ce sont des contractions musculaires en général qui jouent le rôle de pompe. Dans le cadre, par exemple, de cette stimulation, ou ce patient qui est alité, disons, à risque de phlébite, par exemple, un patient, par exemple, qui a été alité pendant longtemps, qui est sous anticoagulants, vous pouvez utiliser l'électrostimulation pour prévenir la contraction de caillots. Vous connaissez très bien ça chez les patients alités, dans le cadre des patients qui ont fait des AVC. Très souvent, on vous demande de faire un certain test sur le mollet pour vous assurer qu'il n'a pas de thrombose dans le pied. L'électrostimulation, non seulement peut être utilisée pour prévenir l'apparition de thrombose, mais peut également être utilisée pour réduire la prévention des œdèmes. Par la contraction constante du muscle gastrocnémien, elle permet d'éviter la stase veineuse dans le pied et également la stase lymphatique, donc empêchant ainsi l'œdème. Quand l'œdème est déjà installé, vous voyez que ce patient, par exemple, a une contention pour produire une pression inverse, mais a un électrostimulateur sur le muscle de l'arrière de la cuisse, parce que la contraction que le muscle va produire induit une force qui permet de déplacer le fluide. Donc, vous pouvez également utiliser l'électrostimulation dans le cadre de la prévention des œdèmes, la prévention des thromboses. La réduction de l'inflammation. Ça, je suis sûr que c'est également quelque chose qui vous surprend. Il y a des études qui sont là, qui sont en train d'être faites de plus en plus là-dessus. Ici, par exemple, l'une des études les plus récentes et l'une des situations les plus récentes, c'est la stimulation du nerf vague. Si vous regardez le schéma qui est associé à la diapositive, c'est assez technique. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais je préfère simplement que dans le cadre de cette
introduction, que vous sachiez qui est ça, qu'il y a cette possibilité-là et que vous puissiez être à mesure de chercher plus dessus. Puis, dans le cadre de nos formations à venir, je prendrai du temps pour rentrer dans les mécanismes complets. Mais il s'agit ici de la modulation de la circulation sanguine et lymphatique et de l'activation des mécanismes anti-inflammatoires. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette présentation. Vous voyez que depuis là, on n'a pas fini. On est toujours dans les indications. On est peut-être à la 9e indication de l'électrostimulation. Le traitement des spasmes et notamment de la spasticité. Oui, peut-être vous ne le saviez pas. L'électrostimulation est efficace pour réduire la spasticité chez les patients. Un patient spastique, on peut utiliser l'électrostimulation. Le problème, c'est qu'il faut savoir quels sont les paramètres à utiliser. L'électrostimulation, je le redis encore, est efficace pour inhiber ou lutter contre la spasticité. Il faut connaître les paramètres. Donc, la spasticité n'est pas une contre-indication de l'électrostimulation. Ça, c'est une mauvaise conception que beaucoup de kinés ont. Un patient spastique, oui, on utilise l'électrostimulation, mais il faut connaître les paramètres. On reviendra à ça. Donc, l'idée générale derrière, c'est que en provoquant des contractions rythmées, la stimulation détend les muscles et favorise son relâchement. Mais ça, c'est une explication simplifiée. Dans le cadre de nos formations à venir, je pourrais entrer dans le mécanisme derrière et toutes les informations dont vous avez besoin. Comme je l'ai dit encore ici, j'évite, dans le cadre de cette présentation particulière, de rentrer très en profondeur. C'est une introduction à l'électrostimulation. Donc, dans les webinaires à venir, on va aller en détail. L'amélioration de la circulation sanguine. Ça, je l'ai déjà noté. On est à la 10e. On est à la 10e indication, je pense. Donc, le courant électrique va induire une vasodilatation réflexe. Cette vasodilatation est utile pour améliorer l'oxygénation des tissus, favoriser la nutrition cellulaire, réduire la douleur d'origine vasculaire. Donc, pour un patient avec des insuffisances veineuses, l'électrostimulation va être efficace dans le cas d'un patient avec une insuffisance veineuse, par exemple. Le mécanisme est derrière. Qu'est-ce qu'une insuffisance veineuse induit? Les blessures et les ulcères qui subissent, les douleurs qui suivent sont des douleurs d'origine circulatoire. Étant donné que l'électrostimulation induit une vasodilatation réflexe, ça veut dire que pour une patiente qui a une insuffisance veineuse, le mécanisme de l'insuffisance veineuse, c'est quoi? Il n'y a pas assez de sang qui arrive, souvent du fait de la lumière, des vaisseaux qui se sont réduits, ou bien souvent de la dégénérescence de certains vaisseaux. En utilisant l'électrostimulation dans des zones qui sont privées de perfusion, vous créez une vasodilatation réflexe. Ça veut dire qu'un vaisseau sanguin dont la lumière était petite va se dilater et donc permettre un plus grand afflux de sang. Et généralement, les douleurs qui suivent du fait d'une insuffisance veineuse, c'est quoi? C'est que les tissus qui sont autour se retrouvent en hypoxie parce qu'ils sont sous-oxygénés. Donc, en produisant une vasodilatation réflexe, vous permettez au système cardiovasculaire d'envoyer plus de sang, plus d'oxygène à ces tissus qui étaient en souffrance. Et c'est comme ça que vous agissez sur les douleurs chez un patient, par exemple, qui va avoir une insuffisance veineuse. Donc, vous pouvez cibler ce type de pathologie-là avec un patient. Enfin, la prévention de l'atrophie musculaire, ça, je l'ai déjà évoqué. Donc, ça, c'est peut-être la 10e ici. Oui, vous pouvez utiliser l'électrostimulation principalement pour prévenir l'atrophie. Ça veut dire quoi? Très souvent, et ça, je vais insister là-dessus, le kinésithérapeute n'a pas qu'un rôle. Vous savez qu'en tant que kinésithérapeute, vous n'avez pas simplement un rôle, en tant que kinésithérapeute, vous n'avez pas simplement un rôle de sapeur-pompier. C'est pour ça que le plus vite vous agissez, le mieux il vaut. Beaucoup de vos patients qui font un AVC, qui font certain type de paralysie, qui vont du fait d'une fracture, généralement, l'atrophie qui se produit est l'un des responsables de la perte de la fonction. Donc, si vous agissez en amont en utilisant l'électrostimulation, je prends l'exemple d'un patient qui a un plâtre chiropédieux et qui a par exemple le quadriceps qui est libre. Si vous le laissez immobiliser, le moment venu, la rééducation de la marche est plus compliquée. Alors que si vous prévenez l'atrophie qui va être induite, ça vous réduit le temps de votre rééducation plus tard. Donc, n'attendez pas qu'on ait enlevé son plâtre. C'est à vous d'expliquer aux autres que je vais agir en avant. S'il ne peut pas bouger, le chirurgien ne veut pas qu'il bouge, alors vous pouvez bouger le muscle de façon artificielle avec un électrostimulateur.
pour entretenir la trophicité du muscle. Et un muscle qui garde une bonne trophicité, garde une bonne santé physiologique et donc est plus facilement prêt à la rééducation. L'amélioration de la fonction cardio-respiratoire. Ça, c'est également quelque chose que je suis presque certain que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous n'utilisent pas. Oui. En utilisant un électrostimulateur, vous améliorez la fonction cardio-respiratoire en particulier. C'est en fait particulièrement très efficace chez des personnes qui vont être paralysées. L'une des indications va être favorable chez les patients tétraplégiques. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà travaillé avec un patient tétraplégique. Vous allez vous rendre compte qu'au début, même, ils sont complètement déconditionnés au niveau cardiovasculaire. Parce que même simplement, leur capacité de pousser son fauteuil roulant, il est épuisé après son hémiplégie, ou sa tétraplégie. Comment est-ce qu'avec un électrostimulateur, en stimulant ses jambes qui n'auront peut-être plus de fonction ou plus jamais, même si c'est une paralysie complète, il est important de stimuler ces jambes-là pour améliorer la fonction cardiovasculaire de votre patient. J'explique très brièvement pour que vous compreniez le principe derrière. Un patient qui fait par exemple une fracture, on va dire T12, L1, il est complètement paralysé en bas, il a une sonde, il ne marchera plus jamais, c'est connu. Mais si vous ne stimulez pas les jambes, déjà pour des raisons esthétiques, vous pouvez aider à garder une certaine trophicité. Pour des raisons vasculaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez continuer à entretenir les jambes, ça reste une partie de son corps. Conserver l'image corporelle pour le patient est important. C'est pour ça que la plupart des stimulateurs portables, vous devez les prescrire au patient. C'est un outil à prescrire. Il doit pouvoir l'utiliser de temps en temps et vous venez comme guide. Ce n'est pas vous qui venez avec votre stimulateur une fois de temps en temps. Les stimulateurs portables que vous utilisez en clinique arrêtée ne sont pas des stimulateurs pour les cliniciens. Ce sont des stimulateurs qui sont destinés aux patients. Donc, apprenez à prescrire des stimulateurs. Comme vous prescrivez une ceinture lombaire, comme vous prescrivez un collier cervical, comme vous prescrivez une attelle. Apprenez à prescrire vos stimulateurs. Donc, revenons sur le cadre du reconditionnement cardiovasculaire. Comment est-ce que, par exemple, chez un patient qui est tétraplégique, la stimulation électrique va contribuer à améliorer sa fonction cardiovasculaire? Le principe derrière est relativement simple. Je vous ai expliqué clairement tout à l'heure les effets physiologiques de l'électrostimulation, la dilatation réflexe, la contraction musculaire. Plus un muscle contracté et plus il reste avec une certaine trophicité, plus il a besoin d'être nourri. Si un muscle est volumineux et il est trophique, le cœur est obligé de s'adapter pour pomper suffisamment de sang pour continuer à suppléer la demande qui est faite par ces muscles. Parce que ça reste des tissus vivants. Ils sont certes paralysés, mais ils restent des tissus vivants. Si vous continuez à imiter la fonction cardiovasculaire en posant des contractions, le cœur et le système cardiovasculaire sont obligés de s'adapter et continuer à développer le réseau vasculaire. Si le réseau vasculaire continue à se développer dans ses jambes, alors le cœur est obligé de se développer pour pouvoir pomper suffisamment fort pour assurer la demande. Étant donné que la contraction que vous allez produire avec un électrostimulateur va imiter la demande naturelle, de contraction naturelle, alors le système cardiovasculaire est obligé de s'adapter et continuer à suppléer. Donc, vous allez voir chez ces patients-là qui ont été à l'idée, le fait qu'avec le principe d'homéostasie, le fait qu'ils soient en train de se déconditionner là en bas et qu'ils n'utilisent pas, le cœur s'adapte. Et étant donné qu'il a horreur du gaspillage, il va juste faire les efforts dont il a besoin pour suppléer la partie qui est utilisée. Et c'est pour ça que ces patients, au moindre effort, vont se retrouver affaiblis. Donc, améliorer la circulation, la condition cardiaque, alors vous êtes sûr que vous entretenez. Donc, en stimulant simplement ces jambes, vous développez l'endurance chez ce patient-là. On pourra développer ces aspects-là plus longtemps. Donc, vos patients qui sont paraplégiques, utilisez les stimulateurs sur leurs jambes. Arrêtez de penser que ça ne sert à rien. Expliquez-leur pourquoi ils ont besoin d'un stimulateur. Prescrivez un stimulateur à leur famille parce que ça deviendra un de leurs compagnons. Bien. Ça a été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. On va aller sur cette partie, les contre-indications à l'électrostimulation. Les contre-indications à l'électrostimulation vont être classées en plusieurs catégories. On a les contre-indications absolues, les contre-indications relatives, les précautions particulières, les patients cancéreux et l'électrostimulation en post-chirurgie restante. Prenons les contre-indications absolues. Les contre-indications absolues de l'électrostimulation vont être notamment les pacemakers, la grossesse dans les zones abdominales et les patients avec une épilepsie active. Ces trois-là vont être particulièrement importants.
Dans le cadre des contre-indications relatives, les contre-indications relatives englobent généralement les troubles cutanés, c'est-à-dire certaines blessures sur la peau, certaines pathologies dermatologiques et ainsi de suite. Certains peaux avec un certain niveau de sensibilité vont nécessiter une attention particulière. C'est pour ça qu'on va parler de contre-indications relatives. Donc, des patients avec des dermatoses vont être des patients pour lesquels il faut faire attention. C'est pour ça que quand vous faites l'électrostimulation, avant de conduire l'électrostimulation, vous allez inspecter la peau pour un certain type de dermatose. Parce qu'une rupture dans la continuité de la peau va entraîner en réalité une différence dans la façon dont les tissus vont réagir à l'électrostimulation. S'il y a une blessure et que vous mettez les électrodes sur la blessure, c'est pour ça que certains patients, vous allez voir, quand vous mettez les électrodes, je crois que vous avez déjà tous rencontré ça, vous mettez des électrodes sur un patient et vous les mettez en marche. Le patient vous dit ça pique, ça pique, ça pique. Vous regardez, si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il y a un bouton qui l'a cassé là-bas où il y a une petite blessure. Généralement, vous déplacez juste l'électrode de quelques centimètres et puis vous avez le résultat escompté. Donc, si jamais un patient vous dit ça pique, c'est deux choses que vous regardez. Est-ce que le contact est bon? Est-ce que le contact entre les électrodes de la peau est bon? Ça revient à la première notion dont je vous ai parlé, l'impédance. Est-ce que l'électrode est desséchée? Parce que si l'électrode est desséchée ou si la peau est grasse et que le contact n'est pas bon, la réaction qui va se produire va être une réaction violente en dessous de la peau. Il y a une réaction chimique qui peut créer un effet de brûlure. Le mécanisme à l'anode et à la cathode, on le verra plus en détail. Mais en dehors de ça, une rupture dans la continuité de la peau va faire que le courant ne va pas se dissiper dans la peau de façon uniforme. Et donc, il y aura une forme d'hypersensibilité. Donc, si le patient se plaint que ça pique, vous déplacez simplement, vous regardez pratiquement la peau. Donc, je demande généralement, je conseille généralement de créer une véritable inspection de la peau avant. Est-ce qu'il a une petite blessure? Si je pose l'électrode dessus, il va réagir violemment. Donc, je déplace simplement à côté. Les précautions chez les enfants. Une attention particulière est requise pour les enfants, car leur sensibilité au traitement, à la stimulation électrique peut varier. Ils ont un système nerveux qui n'est pas encore mature. Certains ne sont pas capables d'indiquer s'ils se sentent mal ou pas. Ils vont simplement pleurer pour ceux qui ont un inconfort. Ils ne vont pas être capables de décrire de façon claire chez l'adulte, comme l'adulte le ferait pour vous donner des indications. Donc, chez l'enfant, il faut le faire avec des précautions. Pas pour dire que c'est une contre-indication, c'est pour ça qu'on parle de précautions particulières chez ce type de sujet. Les patients cancéreux, ça, c'est une chose sur laquelle je voudrais attirer particulièrement l'attention des kinésithérapeutes, notamment dans le cadre de certains types de lombalgie avec certains profils de patients. Je vais prendre chez les hommes, par exemple, un patient de plus de 60 ans qui vient avec un certain type de lombalgie et qui a une histoire de prostatectomie. Aujourd'hui, le nombre de prostatectomies et de complications métastatiques des cancers de la prostate sont de plus en plus nombreux. Avec un électrostimulateur, vous pouvez courir le risque d'accélérer le processus métastatique. Donc, faites attention. Beaucoup de ces patients-là vont venir avec des lombalgies, des douleurs lombaires quand les métastases ont commencé, la prostate ont commencé et sont en train de se diffuser. Si des métastases sont présentes et que vous utilisez un électrostimulateur, je vous ai parlé de l'effet physiologique de l'électrostimulateur tout à l'heure. Vasodilatation et autres. Vous allez nourrir les cellules cancérigènes et donc participer à enterrer votre patient. Faites attention chez les patients qui sont à profil de cancer. Cancer du col de l'utérus chez certaines femmes, cancer du sein chez les femmes. Dans ces zones-là, faites attention au risque de propager le cancer. Vous connaissez l'effet que l'électrostimulateur est capable de produire. Donc, dans le cadre de la formation, j'ai une screening list qui a été préparée et qui vous permet simplement de cocher très rapidement et d'enregistrer au stade la procédure d'une électrostimulation. Elle sera disponible pour ceux qui seront à la formation en présentiel avec le manuel. Et donc, non, il y a la chirurgie récente. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, la dernière partie, c'est les chirurgies récentes. Il est essentiel de faire preuve de prudence sur les patients post-chirurgie récente, car leur rétablissement peut être affecté. Pourquoi est-ce que je le dis? Un patient qui a une chirurgie récente, disons qu'on a fait une réparation du genou de façon ouverte, les points de suture sont encore frais et vous créez une contraction vive du quadriceps ou des ischio-jambiers, ça va induire une flexion articulaire importante et avec le risque de créer une ouverture des sutures. Un patient qui a une fracture qui a été, disons, suite à une ostéosynthèse. Bref, de façon générale, l'électrostimulation peut produire une contraction violente qui crée un étirement ou une flexion articulaire au-delà de la limite sans que le patient ne puisse avoir un contrôle et donc endommager la chirurgie. Donc, chez des patients qui ont une chirurgie récente,
tant que la chirurgie est fraîche, faites attention au type de contraction que vous produisez. Si elles sont violentes, la contraction musculaire peut induire des mouvements non volontaires et endommager des points de suture et d'autres, et même endommager. Dans le cas de certaines prothèses du genou, de la hanche, vous pouvez disloquer une prothèse simplement en produisant une contraction trop violente d'un muscle qui ne devrait pas se contracter. C'est pour ça que ça doit être progressif. Il faut faire attention. Bien. Donc, les principales applications cliniques de la stimulation électrique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ici, c'est juste les principales. Donc, on va dire la douleur, la rééducation musculaire et la cicatrisation des plaies. Donc, là, nous sommes pratiquement à la fin de notre présentation. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans cette partie de la présentation parce qu'on a commencé avec un peu de retard, mais je vais dire juste quelques mots. Les douleurs lombaires avec le TENS à basse fréquence est utilisé pour soulager les douleurs en envoyant des impulsions électriques à faible fréquence. Le TENS, donc, va aider à réduire la perception de la douleur dans le cas de la douleur lombaire. Les déficits musculaires, notamment par exemple le quadriceps ici. Si vous regardez sur cette image, vous voyez entre ces deux jambes, vous pouvez voir très clairement l'atrophie entre les deux jambes. Si vous regardez au sol, vous voyez que les deux jambes sont au même niveau. Mais vous voyez la différence de niveau qui vous montre le déconditionnement qui s'est produit sur le patient ici. Donc, la stimulation musculaire électrique, EMS. Vous voyez? Et ça, j'attire là-dessus. Désormais, il faudrait que nous puissions, au terme de cette formation, nous parler et nous adresser les uns aux autres en utilisant le vocable approprié. Parce que nous avons l'habitude de aller, donne-moi mon TENS, je vais faire le TENS et autres. Le TENS est une indication antalgique exclusive. Utilisez les termes appropriés, documentez avec les termes appropriés. Comme les médecins ont leur jargon, comme les infirmiers ont leur jargon, respectons le nôtre. Parlons comme nous devons parler. Bien. La stimulation électrique musculaire va être employée après une chirurgie, par exemple, pour activer la restauration de la force musculaire du quadriceps et faciliter ainsi la réhabilitation. Les ulcères diabétiques et la stimulation galvanique. Vous voyez, ici, je suis un peu plus précis en vous disant quel type de stimulation on utilise. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre de nos formations à venir, je rentrerai dans les détails. Le prochain webinaire, on va entrer dans les différents types de courants et vous allez comprendre les courants galvaniques, faradiques, diadynamiques, courants russes, courants interférentiels, micro-courants et autres. On va entrer là-dedans et vous donner les particularités de chacun et ce qui font que ces courants sont ce qu'ils sont. Quand on dit stimulation galvanique, c'est du courant galvanique qu'on utilise. Le courant galvanique, c'est quoi? Donc, la stimulation galvanique est utilisée pour favoriser la cicatrisation des ulcères diabétiques en améliorant la circulation sanguine et le niveau, au niveau de la plaie. Dans le cadre de ces stimulations-là, il faut retenir que, comme je vous ai montré sur l'image précédente, l'électrode ne se place pas au centre de la plaie. Pas du tout. Mais on en parlera dans les formations à venir. Hémiplégie post-AVC et stimulation électrique fonctionnelle. Dans le cas d'un AVC, en réalité, il y a un module d'électrostimulation sur les AVC qui sera en cours après celui-ci. Quand on aura fini la formation sur l'introduction à l'électrostimulation, on va faire un ISTIM 2, ce sera l'électrostimulation dans le cadre des accidents vasculaires, la rééducation d'accidents vasculaires cérébraux, où on va voir tous les types de courants qui sont utilisables dans le cadre d'un AVC. Parce que dans le cadre d'un AVC, dans le cadre de la prévention, il y a des atrophies. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise, quel type de courant on utilise pour prévenir une atrophie chez un patient qui a fait un AVC. Dans le cas d'un AVC, on a des dislocations de l'épaule suite à des atrophies également. Je vais vous montrer quels sont les types de courants et les paramètres et comment est-ce qu'on place les électrodes pour pouvoir, par exemple, prévenir une dislocation secondaire de l'épaule ou rétablir une trophicité du deltoïde. Dans le cadre de l'électrostimulation, toujours chez les patients qui ont fait un AVC, je vais vous montrer comment est-ce qu'on place les électrodes, on détermine les points moteurs pour créer une stimulation fonctionnelle, l'ouverture et la fermeture de la main. Comment est-ce qu'on détermine les points moteurs? Comment est-ce qu'on les utilise dans le cadre de l'électrostimulation fonctionnelle, dans le cadre de l'entraînement à la marche? Le patient qui fait un AVC développe de la spasticité. Je vais vous montrer quel est le courant spécifique qui va être utilisé pour aider à lutter contre sa spasticité. Le patient qui a fait un AVC va avoir des douleurs corporelles. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser l'une ou l'autre des théories en fonction du type de douleur que le patient va présenter, toujours dans le cadre d'un AVC. Et enfin, le patient qui a fait un AVC dans la phase où il a lutté peut faire également un ulcère de pression. Je vais vous montrer quel est le type d'électrostimulation qu'il faut utiliser dans le cadre de ce patient. Vous voyez que dans le cadre de la pathologie seule,
d'un patient qui a fait une hémiplégie ou un accident vasculaire cérébral, on peut utiliser 5 ou 6 des indications que je vous ai données tout à l'heure: antalgique, trophicité, force musculaire, cicatrisation, rééducation cardiovasculaire, prévention des œdèmes. Toutes les indications sont faites chez le patient qui a fait une hémiplégie. Donc, ce sera une stimulation, un cours, une formation ciblée sur la rééducation de l'hémiplégie et l'électrostimulation. Et on verra toutes les indications: douleur, atrophie, rééducation fonctionnelle, prévention des œdèmes, amélioration de la circulation, conditionnement cardiovasculaire et cicatrisation. Bien. Donc, en résumé, les principes physiques et fondamentaux. Donc, l'électrothérapie repose sur des fondements physiques qui guident son utilisation et son efficacité en kinésithérapie. J'insiste là-dessus. Les principes physiques fondamentaux. L'électrostimulation, ce n'est pas prendre les électrodes de mettre sur un patient. Il faut comprendre qu'il y a des principes physiques derrière. Je vous ai indiqué la résistance, l'impédance, la fréquence, la conductivité des tissus et un certain nombre de choses. La tension, le courant, ainsi de suite. L'efficacité et la sécurité. Quand l'électrostimulation est bien utilisée, quand l'électrothérapie est bien utilisée, elle présente des risques réduits, elle est positive pour le patient et elle ne pose presque quasiment pas d'effets secondaires. L'électrostimulation est importante, c'est un outil particulièrement important pour vous. Il entraîne une polyvalence clinique. Cet outil vous offre une grande variété d'applications. Je viens de vous en citer une dizaine. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en utilisaient qu'une ou deux. Et même quand les deux qu'ils utilisaient, je ne suis pas sûr qu'on les utilisait correctement. Les connaissances de base. Il est important d'avoir les connaissances de base. C'est pour ça que j'ai commencé cette formation, ce webinaire, par les fondements. Quand nous utilisons un stimulateur, il faut savoir ce que nous utilisons. Si un patient nous pose la question: pourquoi tu utilises ça comme ça, pourquoi tu mets ça comme ça, il ne faut pas qu'on bégaye, qu'on puisse expliquer et justifier. Donc, il est important d'avoir des connaissances de base, c'est-à-dire avant d'aborder les types de courants spécifiques qu'on va aborder dans le prochain webinaire, dans le webinaire suivant, on va aborder dans les détails les types de courants spécifiques, c'est-à-dire des courants russes, galvaniques, paradiques, diadynamiques, haute, basse fréquence, moyenne fréquence. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le prochain webinaire. Leurs indications, contre-indications, effets, et ainsi de suite. Donc, ce webinaire avait également pour but de poser les bases pour pouvoir vous permettre, parce que ces notions-là ne vont pas être revues dans le prochain webinaire, elles vont être utilisées directement pour vous faire comprendre les spécificités de ces courants-là et leurs indications, ainsi que leurs effets cliniques. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de... Donc, par contre, je voudrais quand même vous faire voir cette vidéo rapidement. Avant que nous finissions, regardez rapidement cette vidéo. Je vous ai parlé de l'expérience de Galvani. Je voudrais que vous regardiez cette vidéo très rapidement. Oh, apparemment, la connexion bug un peu. Elle vous explique comment est-ce que l'électrostimulation a vraiment commencé. Une dernière vidéo qui va être
encore plus importante. Juste D'accord. une dernière. En Je crois attendant que que, non, c'est la dernière que je garde. Oui, d'accord. En attendant que la vidéo soit je pense que c'était chargée. la dernière. Oui. D'accord. Alors, nous vous remercions grandement, Monsieur Valéry. Je crois que tout le monde sera du même avis que moi. Cette introduction a été vraiment très riche. Nous nous sommes rendus compte de beaucoup de choses qui nous manquaient, nos petites lacunes dans l'électrostimulation. Et tout ceci n'était qu'une mise en bouche. Venez dans cette série de formations, dans le prochain webinaire, le troisième, et surtout inscrivez-vous massivement pour la formation en présentiel. Vous ne serez pas déçus du tout. Sachez que tout ce que vous venez d'entendre ici n'est que un petit aperçu de ce qui vous attend lors de la formation pratique. On va quitter de la théorie, S'il te de plaît, ces Charles, connaissances. Charles, Oui, tu peux donner juste une minute. Je voudrais qu'ils écoutent ça et on va conclure. Une minute, d'accord, je on voudrais revient qu'ils sur écoutent la ça. vidéo. Et on écoute ensuite. Le son? Il n'y a pas de son. Non? De toute façon, c'est écrit. Il y a un caption. C'est juste 5 minutes, la vidéo. Donc, ça, c'est quelqu'un qui reproduit l'expérience de Galvani. C'est vraiment la base de l'électrostimulation. Donc, là, ils font une instrument pour dégager les masses musculaires de la cuisse. Ce que vous voyez, c'est l'artère. Le cordon blanchâtre qui apparaît à la droite, c'est le nerf cural. Donc là, ils ont isolé à l'aide de la tige de verre, le nerf cural. Vous voyez, en pinçant le nerf directement, il produit une contraction musculaire. C'est la stimulation mécanique. Donc, on peut produire une stimulation mécanique. Donc, ça, c'est une machine qui est proche de la machine dont Galvani, c'est de la machine électrostatique dont Galvani s'est servi. Il le met en contact le nerf et puis production de la stimulation. Vous voyez battre la grenouille qui réagit. La matrice, c'est une machine à produire induction électromagnétique, électrostatique. Donc, voilà les prémices de l'électrostimulation que vous utilisez aujourd'hui. Voilà comme ça a commencé. Donc, ici, Galvani veut savoir si les éclairs d'un orage peuvent produire le même effet. Donc, il a mis la grenouille à l'arrière, à l'extérieur, et puis il a connecté un câble. Là, plus de machine électrique. En bas du muscle, c'est une lame de zinc. Et ce qu'il apporte, c'est une extrémité d'une lame de cuivre. Donc, on a deux métaux, le zinc et le cuivre. Et vous voyez, donc, simplement en utilisant deux métaux de nature différente.
Parce que le conflit Galvani-Volta, c'est parti, le conflit entre Galvani et Volta. Pour Galvani, le courant venait de l'animal. Et pour Volta, le contact entre les deux métaux, le cuivre et le zinc, qui met en mouvement de l'électricité, effectivement. Donc Galvani, lui, pensait que c'était le courant qui venait de l'animal, alors que Volta dit que c'est le contact entre les deux métaux différents qui produisent ça. Voilà. Ça, celle-ci montre la pile de Volta. Donc, vous comprenez donc que la pile que vous utilisez aujourd'hui, à l'origine, la création de la pile qu'on utilise pour alimenter nos appareils vient d'un conflit entre Volta et Galvani. Volta crée sa pile de Volta en général pour prouver que le courant venait de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc, voilà, c'était tout. C'était tout ce que je voulais présenter pour vous aujourd'hui. Donc, Charles, you have the floor. Merci, 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 merci. Et je vois qu'on était très nombreux. On a été nombreux à participer aujourd'hui et les interactions ont été particulièrement intéressantes. Charles, j'ai l'impression que tu es frozen et on a du mal à t'entendre. Donc, il y en a qui arrivent à la fin de la formation. Je ne sais pas si vous me suivez, mais Charles, toi, on a du mal à te suivre et ton micro, je crois, est coupé. Oui, c'est bon là, vous me suivez bien? Oui, là, on te suit maintenant. D'accord. Merci beaucoup encore Valérie pour cette présentation et je tiens à rappeler à l'audience que ceci n'est qu'une mise en bouche. Ce n'est que l'introduction à la matière. Nous sommes encore dans les modalités théoriques et nous voyons déjà très bien toutes les choses que nous avons à apprendre sur l'électrostimulation. J'espère que nous espérons grandement que vous n'allez pas manquer les prochains rendez-vous, à savoir le webinaire numéro 2 qui sera intitulé Comprendre les différents types de courants, quand et pourquoi les utiliser, qui aura lieu le 7 juin 2025, toujours entre 18h et 19h. Il va se dérouler comme suit. Donc, on aura les titres suivants. Comment préparer le patient, la préparation de la peau, le placement des électrodes, comprendre les paramètres de stimulation, l'intensité, la fréquence, la longueur d'impulsion, la durée du traitement, ce qui est très important. Comment ajuster les paramètres en fonction des objectifs cliniques, la douleur, la stimulation, la circulation et bien d'autres. Les erreurs courantes et comment les éviter. Questions, et puis on aura droit à des questions-réponses et puis sur une préparation de la formation en présentiel. Cela sera pour le deuxième webinaire. Nous aurons droit à un troisième webinaire qui sera le 28 juin 2025, qui sera intitulé Base pratique, mettre en place une stimulation électrique de manière sûre et efficace. Donc, le reste des informations vous seront transmises au fur et à mesure. Ne ratez pas nos rendez-vous. Inscrivez-vous massivement. Il y a déjà le lien d'inscription qui est ouvert et vous pourrez nous contacter dans la description de la vidéo. Il y a des contacts, des informations complémentaires. Et surtout, ne ratez pas le prochain rendez-vous. 7 juin, 18h. Gardez bien ce rendez-vous en tête. Merci encore Valérie pour cette présentation très élogieuse et je tiens à vous rassurer, ceci n'est qu'une toute petite partie de ce qui vous attend lors de la formation, que ce soit sur le plan théorique ou bien sur le plan pratique. Ce sera très, très, très intéressant. Vous serez enrichi de nouvelles connaissances, vos connaissances seront actualisées. Alors, si vous avez des questions, j'en doute, puisque ça a été vraiment très clair, mais on ne sait jamais, posez vos questions. Sinon, Monsieur Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses supplémentaires, d'autres informations utiles?
Je pense que tu as couvert l'essentiel de ce qu'il y avait à couvrir, hein. Comme j'ai dit, c'est un combat que je menais particulièrement depuis un certain temps. Donc, l'électrostimulation est en réalité un outil qui est sous-utilisé dans notre contexte, mais ce n'est pas qu'ici. Le cours sur l'électrostimulation, je ne le donne pas qu'au Cameroun, et que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ils ne sont pas différents. La plupart des physios ne sont pas véritablement différents, mais c'est un outil que je trouve qui est sous-utilisé. Donc, nous pouvons déjà, si on maîtrise l'utilisation de l'électrostimulation, entre autres, parce qu'il y aura d'autres modalités dont on parlera dans peut-être d'autres formations, mais ça vous permet déjà de ne pas trop vous fatiguer vous-même physiquement. La séance de kinésithérapie n'est pas obligée d'être une séance où vous passez le temps à transpirer. Il y a des moments où c'est nécessaire, ce n'est pas absolu. Donc, le mieux vous maîtrisez les modalités de physiothérapie, le moins physiquement vous allez souffrir. Donc, il est important et surtout, ça vous permet au niveau clinique de pouvoir avoir 2-3 patients en même temps, tout en étant à l'instant très efficace. Ça, il faut le maintenir. Si j'utilise l'électrostimulation de façon efficace et que je peux justifier et expliquer au patient, le patient n'aura pas de problème à être couché, venir pour une séance où il a 30 ou 45 minutes d'électrostimulation. C'est déjà ce qui se fait à l'extérieur. Donc, nous n'inventerions rien. Et ça vous donne le temps de le faire ailleurs. Très souvent, on passe le temps à masser simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps à masser parce qu'ils ne savent pas quoi faire. D'autres pour remplir le temps de la stimulation. Donc, il y a plein de choses à faire. Dans le cadre des modalités, il y aura des modalités qui viendront également sur l'utilisation de l'ultrason, sur l'utilisation de la lampe infrarouge, la plupart des modalités que vous utilisez au quotidien. Parce que je vais prendre un cas, la lampe infrarouge. C'est l'une des modalités les plus mal utilisées au Cameroun. 80% des personnes qui utilisent une lampe infrarouge ne savent pas l'utiliser. Ça va peut-être vous surprendre, mais on entrera dans les détails. Quand on va parler des angles d'incidence, de réfraction, la distance, le temps d'exposition, la puissance de la lampe. Ce sont des paramètres que vous prenez en compte. Ça, j'attire juste votre attention rapidement là-dessus. Pour utiliser correctement une lampe infrarouge, il faut connaître la nature du tissu. Il faut connaître l'indice de réfraction des surfaces, les angles d'incidence. Il faut connaître la puissance de la lampe, la distance entre la lampe et le tissu, l'effet physiologique pour élever la température, la profondeur de la pénétration de la longueur d'onde que vous utilisez. Sinon, vous passez le temps à brûler la peau des patients pour des Monsieur éléments Valéry, Monsieur Valéry, vous en avez assez dit pour Non, aujourd'hui. Nous ne sommes que le premier webinaire et notre temps est compté. Vous avez entendu et j'espère que vous avez donc, compris. juste pour conclure sur la série de webinaires, comme on a dit, on a décidé que ce webinaire se ferait en 3 fois, comme Charles l'a indiqué, le premier, deuxième et troisième webinaire, qui va se conclure par des journées de formation en présentiel. 20 à 30% théorique, parce qu'il y a d'autres présentations dans lesquelles je peux rentrer ici. Ce sera de 9h à 17h et 2 jours. Et pendant ces 2 jours, qu'est-ce que vous devez attendre au niveau pratique? Tout ce qu'on a discuté, on va vous montrer une réalisation pratique. Mais en dehors de cela, je vais vous montrer par exemple comment est-ce qu'on fabrique un détecteur de points moteurs, comment est-ce qu'on entretient ces électrodes pour qu'elles émettent plus long, comment est-ce qu'on redonne de la vie à ces électrodes, comment est-ce qu'on prépare la peau, comment est-ce qu'on choisit les lieux de localisation pour placer ces électrodes, comment est-ce qu'on choisit la taille de ces électrodes, comment est-ce qu'on fait une corrélation entre les différents paramètres, comment est-ce qu'on programme son stimulateur. Ça prend de partie des choses et puis on va faire des cas pratiques directement. Ça, c'est ce que nous allons faire dans la partie présentielle. Et puis, bien sûr, il y a un manuel qui a été préparé qui sera distribué également à cet effet-là, qui va être un support clinique de tous les jours. Il est conçu avec des tableaux qui vous permettent au quotidien, même après la formation, de savoir tout ce dont vous allez avoir besoin, une fois que vous avez fini la formation pratique, de savoir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à l'utiliser au niveau clinique. À titre de rappel, la formation, elle est prévue au mois de juillet dans 4 villes. On va commencer à Douala, ensuite on va aller à Bafoussam, ensuite on va faire à Yaoundé et enfin on va finir à Maroua. Donc, merci encore à tous d'avoir été présents et j'espère que ça a été enrichissant pour nous tous. S'il n'y a pas de questions, on se dit à bientôt. Sinon, dans le pire des cas, sur nos plateformes, vous pourrez poser des questions quand la vidéo sera partagée sur nos plateformes YouTube et Facebook et ainsi de suite. Au cas où il y a des difficultés, n'hésitez pas en commentaire, posez vos questions en commentaire quand la vidéo sera présentée. Ça nous permettra déjà d'enrichir notre chaîne YouTube, de nous encourager à produire plus de vidéos. Et puis, voilà quoi.
Merci à tout le monde d'avoir pris part à ce premier webinaire. Nos encouragements